Cela fait des années que sur Why Not in Africa, je me répète et je me tue à dire que nous acheminons peut-être vers une crise immobilière dans les territoires d'Afrique subsaharienne. Mais pourquoi, avec un si gros manque de logements, un si grand déficit en termes de logements décents pour les habitants, puis-je croire que nous dirigeons vers une crise immobilière en Afrique? Bienvenue sur Why Not in Africa. Bienvenue sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de finances, de géopolitique vu sous ce prisme africain. Je m'appelle Gabriel Ebanda et je suis là pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler de la potentielle crise immobilière africaine qui est étroitement liée à certains aspects spécifiques que j'énoncerai dans cette vidéo. Mais oui, je crois fermement que nous dirigeons vers une crise immobilière qui va être très aiguë et qui va faire baisser dans les centres urbains très prépondérants le prix du mètre carré dans nos principales villes. Alors pourquoi? Mais pour comprendre pourquoi nous dirigeons vers cette crise-là, premièrement, abonnez-vous sur Why Not in Africa, que ce soit sur X, que ce soit sur YouTube ou Facebook, vous pourrez nous suivre et nous donner de la force, mais surtout liker. Mais avant de commencer, nous allons parler des particularités du marché immobilier africain. Le marché immobilier d'Afrique subsaharienne est particulier. En effet, dans la plupart des pays d'Afrique francophone, l'Afrique noire francophone, on construit sur fonds propres. Et les banques ne jouent pas le rôle principal qui est de prêter à l'économie, de prêter pour des fonds d'investissement, que ce soit l'immobilier et ainsi de suite. Très peu la portion de l'économie des pays est liée forcément à l'économie immobilière. Donc, les gens, principalement de la diaspora de ces pays d'Afrique subsaharienne, se dirigent vers de l'autofinancement en fonds propres ou bien pas des prêts extérieurs, mais qui sont qualifiés dans ces pays des fonds propres pour pouvoir construire. Ce qui a entraîné une flambée énormissime parce que l'afflux des capitaux, voyant le marasme dans lequel évoluent ces pays en termes de citation à l'investissement autre que immobilier, a entraîné une crise énorme dans le sens que les prix ont flambé d'une manière prépondérante. Juste à titre d'indicatif, dans les plus beaux quartiers de Douala, le mètre carré se vend, tenez-vous bien, à plus d'1 million de francs CFA le mètre carré. C'est valable pour les capitales comme Dakar, comme Bamako, comme Abidjan. Alors, cette particularité fait en sorte que la différence que nous avons avec les marchés plus matures qui sont les marchés européens, c'est le fait que ce n'est pas la crise d'une dette forcément directement liée au taux directeur des banques centrales qui peut entraîner une crise immobilière comme tel le cas actuellement en France, comme actuellement le refroidissement immobilier que nous retrouvons dans les pays comme le Canada, les États-Unis, dû au fait que les dettes, les taux d'intérêt, les taux directeurs des banques centrales de ces pays-là sont maintenus à des hauts niveaux car leur principal but est de combattre une inflation galopante qui était suite à la COVID-19. Mais maintenant, pourquoi je parle de crise immobilière dans un futur très proche dans nos pays? Tenez-vous bien. Pour comprendre pourquoi je parle de crise immobilière, et là, écoutez-moi très bien, dans les pays africains, d'Afrique subsaharienne principalement, retenez ce chiffre, 443 milliards. 443 milliards, c'est le service de la dette que les pays du monde entier ont émis pour pouvoir rembourser leur dette. C'est l'argent qui a été mis à disposition par la plupart des États dans le monde pour rembourser la dette. Mais pourquoi ce chiffre est important? Ce chiffre est important parce que suite à la crise de la COVID, les taux directeurs des principales banques centrales ont augmenté. Cela a mécaniquement entraîné une hausse de la valeur des taux pratiqués pour les emprunts, que ce soit étatiques ou privés. Et sachant que le spread qui représente la différence entre les meilleurs taux comme le taux américain et les taux de la banque, le Bund allemand, par rapport aux taux pratiqués chez nous, dans les pays africains, est de plus en plus énorme, il va sans dire que les pays africains empruntent à des taux de plus en plus énormes. Mais vous allez me dire, Gabriel, où est le rapport avec la crise immobilière? Mais c'est simple, les amis. Vu que l'État actuellement n'a pas créé un climat dans lequel nous prospérons dans les pays subsahariens pour pouvoir investir dans l'immobilier et augmenter la part des banques dans le secteur immobilier à travers des prêts, tout l'afflux d'argent, que ce soit sur le marché intérieur ou les prêts pratiqués par nos États sur le marché extérieur, se fait à travers des bons du trésor de nos pays. Alors ces bons du trésor de nos pays alimentent la dette de nos pays pour pouvoir construire des infrastructures telles qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal et j'en passe. Mais
Où est le point? Le point est très simple, mes chers amis. Nous avons actuellement des pays dont les dettes globales tournent autour d'à peu près 50% du PIB, voire 70% dans le cas du Sénégal ou 90% dans le cas du Ghana. Ces dettes-là font quoi? Ces dettes-là font en sorte que la part réservée par les pays en vogue pour pouvoir rembourser les intérêts de ces dettes ou les dettes même qui arrivent déjà à maturité est de plus en plus énorme. Mais vous allez me dire que les critères, par exemple, en zone UEMOA, Gabriel, sont autour de 70% du taux de dette. Et qu'en dessous de 70%, on reste toujours bien. Mais figurez-vous que le diable se cache dans les détails. Oui, 70%, c'est un taux, comme on a dit en Europe, 70% aussi ou 2-3% de déficit budgétaire. Ce n'est pas là la question. La question, c'est combien l'État met dans son budget, combien l'État doit garantir pour pouvoir rembourser la dette courante, court terme, donc en dedans de 12 mois, pour le service de la dette. Et c'est là où le bas blesse, mes amis. Parce que toute la plupart des États africains avaient misé sur une baisse des taux directeurs dans les principales banques mondiales en cette année 2023 ou 2024, vu que l'inflation était de plus en plus jugulée. Mais nous avons assisté dans les pays comme les États-Unis et aussi en Europe où l'inflation revient de plus en plus au galop, que ce soit autour de 0,1 ou 0,2, ce qui empêche les banques centrales telles que la BCE, telles que les banques centrales aux États-Unis de baisser leurs taux. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nos pays vont continuer à avoir un stress au niveau de leur dette, au niveau de la maturité de leurs dettes continuelles. Or, ils avaient misé sur le refinancement des dettes arrivées à maturité par une nouvelle dette avec des taux inférieurs, contrairement à ceux qui ont été contractés dans les années 2000, 2021 et 2022. Donc, la crise immobilière peut venir de là. Mais vous allez me dire, Gabriel, oui, il y aura peut-être une crise de la dette, mais pas forcément une crise immobilière. Il faut savoir comment résoudre une crise de la dette dans nos principaux pays. Et c'est de ça que je vais vous parler tout de suite. Alors, les mécanismes de sauvetage pour les dettes souveraines africaines, ce n'est pas nouveau. Nous avons vécu dans les années 90, on a utilisé la dévaluation de nos monnaies pour sauver nos économies, pour les rendre plus compétitifs. Il va sans dire que les pays africains d'aujourd'hui, avec les gouvernants dans nos pays francophones, ne sont pas très amènes à accepter cette option. La preuve, quand Christine Lagarde était venue au Cameroun, les pays de la zone CEMEAC ont clairement dit « niet », ils ne veulent pas entendre parler de dévaluation. La première option est écartée. Alors, la deuxième option, c'est de vendre des bijoux de famille. Qu'entend-on par bijoux de famille? Les bijoux de famille sont bien les entreprises privées, publiques ou parapubliques, qui sont rentables sur le point de vue de l'État et qui peuvent être vendus pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. Et devenez mes amis, depuis les années 90-2000, il n'y a quasiment plus rien à vendre. Toutes les entreprises parapubliques, tous les bijoux de famille ont été vendus, que ce soit par impulsion propre de l'État ou par préconisation du FMI et des différents bailleurs de fonds. L'Asie l'a suivi, nous l'avons suivi aussi. Donc, la deuxième option est écartée. La troisième option est bien l'impôt pour les particuliers. En effet, l'une des options très courantes dans les pays européens, c'est l'augmentation de l'assiette fiscale, que ce soit à travers la TVA comme en France, ou à travers l'impôt sur les revenus, l'impôt sur la richesse, et ainsi de suite, comme se pratique dans la plupart des pays dans le monde. Eh bien, de ce côté-là, ce ne serait pas suffisant, parce que le nombre de contribuables capables de payer cet impôt-là est de plus en plus bas. Sachez très bien qu'en zone francophone, en zone franc CFA, la part de l'économie informelle est de plus en plus croissante parce que l'État n'a pas mis en fait des mécanismes pour encourager les gens de quitter l'informel vers le formel. Et il va sans dire qu'ils ne vont pas rejoindre le formel en sachant qu'il va être plus taxé pour rembourser une crise de la dette. Donc, option écartée. L'une des dernières options, c'est bel et bien l'impôt sur les entreprises. Et de ce fait-là, la plupart des associations patronales se luttent à corps perdu, à corps défendant, luttent comme des beaux diables pour éviter l'augmentation des taxes au niveau des entreprises. Et c'est très clair, nous ne pouvons pas être des pays en voie de développement et vouloir augmenter nos impôts pour ceux qui créent de la richesse dans nos pays. Donc, c'est une option à écarter. Il nous reste une dernière option. C'est la dernière option que je vais vous expliquer au prochain numéro. Alors, mes chers amis, la dernière option est bel et bien le foncier. La dernière option est bel et bien le foncier parce que le foncier est l'une des niches fiscales les plus répandues en zone francophone. À titre d'exemple, prenons un pays X, Afrique francophone, qui a un service de la dette qui augmente de plus en plus à travers les années.
en tant que ministre des Finances, j'irai clairement vers mon président, dire, président, il faut résoudre ce problème. Toutes les options qui ont été citées auparavant ne peuvent être prises comme options sérieuses. Mais les bailleurs de fonds nous mettent une pression énorme. Donc il va sans dire qu'il faut trouver une solution. Et la solution à trouver, c'est très simple, les amis. Le foncier. Imaginez-vous un pays X dont le parc foncier représente 30 000 milliards de francs CFA et que l'État décide d'imposer de manière annuelle un taux de 1%. Je dis bien un taux de 1% annuellement sur les valeurs mobilières, comme ce qui est pratiqué en Occident un peu partout. Eh bien, cela représente près de 300 milliards de francs CFA mobilisables par l'État. Ces 300 milliards mobilisables par l'État sont une source inestimable pour l'État de mobilisation. Eh bien, ça va arriver, mes chers amis. Cela va arriver. Vous allez me dire, Gabriel, il s'agit juste de 300 milliards, 1%, ce n'est rien. Mais figurez-vous que les calculs actuellement qui sont faits par les investisseurs qui investissent énormément dans l'immobilier en Afrique n'incluent pas ce montant d'1% dans leur rentabilité. Il va sans dire que ceux qui ont payé des terrains extrêmement chers, qui sont extrêmement viables en pleine ville, vont se retrouver à reverser l'assiette, la douane auprès des locataires ou des gens qui exploitent l'immobilier. Et qu'est-ce qui va se passer, mes chers amis? On va se retrouver dans des périodes de sol qui sont très mauvaises. Parce que là, bien évidemment, il ne s'agit pas uniquement de ce qui concerne, il ne s'agit pas de ce qui concerne les gens qui prennent des loyers modestes, il s'agit bien de ceux qui font rouler l'économie. Et ça crée automatiquement une crise de la dette. Parce que les plus gros bailleurs fonciers dans nos pays vont se retrouver en insolvabilité grandissante. Je dis bien une taxe de 1 ou 2%. C'est largement suffisant pour faire retourner le marché immobilier africain. Alors bien, soit ma théorie pourrait paraître farfelue parce que beaucoup d'entre vous pensaient que nous sommes dans une situation où c'est un peu utopique que cela arrive, mais cela va arriver. Les préconisations du gouvernement, par exemple ivoirien ou camerounais, qui commencent à mettre de l'œil de plus en plus dans le toilettage du fichier cadastral, sont des signes palpables. Mais aussi le FMI qui a émis des directives comme quoi il faut que toutes les niches fiscales puissent être rapatriées pour nos États, de permettre de rembourser leurs dettes. Et quand on sait que les pays comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont un taux de couverture de taxes ne représentent même pas 10% de son PIB en termes de taxes ou 10% de ses recettes, il va sans dire qu'il y a de quoi faire. On ne peut pas continuer à mettre une pression sur les recettes douanières des pays parce que, bien évidemment, le pays doit apporter des initiatives telles que l'API, qui est l'Agence pour la promotion des investissements, qui donne des exonérations fiscales au Cameroun, par exemple, pour 10 ans. Dont l'immobilier est clairement dans le target. La période de vache grasse est quasiment terminée pour tous nous, investisseurs africains, que ce soit vivant sur le territoire africain ou à l'extérieur, qui souhaitaient investir et dont on disait « Oh, la pierre ne ment pas ». Certes, la pierre ne ment pas, mais il faudrait savoir qu'il existe d'autres types d'investissements que les États doivent favoriser, tels que l'investissement productif, la transformation, la production agricole, et j'en passe. Bienvenue sur Why Not in Africa. J'espère que vous avez pu être édifié et je ferai un live spécifique pour ce thème, pour cette thématique, parce que ça fait plus de 1 ou 2 ans que j'en parle. Nous aurons une crise immobilière. Restez zen.